Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des ateliers d'ADEX. Je vous remercie très chaleureusement pour votre participation. Je suis Olivier Coelho, donc responsable de la cellule ADEX Patrimoine. Ce que je vous propose, c'est de séquencer en plusieurs parties le webinaire du jour. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous représenter les différentes activités du groupe ADEX. Et dans un second temps, je laisserai la parole à Stéphane Clémençon et Catherine Costa de la société Mileis, donc notre partenaire du jour, pour nous parler de ce thème fort intéressant, donc thème du jour, qui est la retraite, donc la préparation, en l'occurrence, à la retraite, mais également son optimisation une fois qu'on est passé à la retraite. Donc, concernant le sujet du jour et donc notamment le groupe ADEX. Donc, le groupe ADEX, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement et le conseil des clients professionnels, mais également des clients particuliers dans les domaines notamment de la comptabilité. Donc, c'est l'audit, la paye et la gestion sociale, l'accompagnement fiscal et comptable de nos clients investisseurs en immobilier, donc type loueur meublé professionnel, mais également loueur meublé non professionnel. Les clients qui souhaitent passer leurs investissements immobiliers de nu à meublé, etc. Nous proposons également à nos clients un accompagnement patrimonial, donc personnalisé et sur mesure, afin de les conseiller sur tous les sujets et toute la sphère patrimoniale. Ce sont l'optimisation fiscale, la transmission du patrimoine, protection conjoint-enfant, la retraite, bien entendu, sujet très important, le respect de l'équilibre entre les investissements financiers et immobiliers, la diversification du patrimoine, et j'en passe. Le but étant d'adapter nos préconisations à vos objectifs et de les personnaliser au maximum. Si vous souhaitez plus d'informations et de plus de précisions sur nos domaines d'intervention, je vous invite à soit nous envoyer vos questions, donc dans le fil du chat, vous verrez, vous avez en haut de la page de votre écran Teams, une bulle dans laquelle vous pouvez afficher la conversation et donc évoquer toutes vos remarques et les sujets du jour, ou prendre contact avec nous, vous retrouverez nos coordonnées dans ce fil de la conversation. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphane et Catherine afin de nous parler du sujet du jour et je vous souhaite une très bonne présentation. Stéphane, Catherine, la parole est à vous. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que oui, c'est bon pour le son? On t'entend bien, Stéphane. Ok. Enchanté. Donc Stéphane Clémençon. Donc je vais vous présenter rapidement l'agence Mileis Bank à Grenoble. Nous sommes situés au 47 avenue Alsace-Lorraine, dans les anciens locaux de Barclays France. Nous sommes en face anciennement le Dauphiné Libéré, qui est maintenant la MGEN. L'agence de Grenoble, à ce jour, c'est 5 banquiers privés. Nous avons encore un nouveau banquier en cours de recrutement, 2 assistants, 1500 familles qui sont gérées sur le secteur et un rayonnement sur 5 départements, Isère, Drôme, Ardèche, Haute et la Basse-Savoie. Voilà, je vais laisser la main à Catherine pour se présenter. Catherine, tu as le micro coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Catherine. Oui, bonjour. Alors, je suis ravie d'être avec vous, déjà parce que c'est un webinaire isérois. Et si je suis parisienne, je suis originaire de la région grenobloise, donc ravie aujourd'hui. Donc, moi, je dirige le pôle d'ingénierie patrimoniale de Mileis. Mon parcours en quelques minutes. Je suis diplômée notaire, donc j'ai pu exercer dans la région grenobloise. Et j'ai quitté le notariat pour monter l'ingénierie patrimoniale au départ de la Caisse d'épargne des Alpes. Ensuite, j'ai passé de nombreuses années chez Natixis où je dirigeais un pôle d'ingénierie patrimoniale également. J'ai rejoint Mileis avec cette fonction également en janvier 2020, donc sur des thématiques juridiques et fiscales. Et je précise juridique et fiscale parce qu'on se préoccupe souvent de la fiscalité qui intéresse tout le monde, mais il faut se préoccuper également des problématiques civiles.
Quant à la retraite, c'est un thème qui intéresse beaucoup l'ensemble des clients et l'ensemble des Français, parce que je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il existera un différentiel entre ces revenus provenant de l'activité et les pensions qui seront servies quand la personne sera en retraite, et la période idéale où on avait de l'actif très rémunéré, sans prise de risque, est un peu derrière nous aujourd'hui. Donc, comment faire en sorte d'avoir des revenus, de prendre le moins de risques possible et un petit peu de diversifier son patrimoine, c'est la thématique du jour. Ok, merci Catherine. Bon, à titre personnel, je me présente rapidement. Donc, je suis chez Mileis Bank depuis septembre 2019. J'ai 20 ans d'expérience en banque privée. Je sors d'une école Paris-Dauphine en ingénierie patrimoniale. J'ai fait un parcours dans une ancienne banque privée assez connue, et j'ai pris le parti maintenant donc, du coup, de développer l'agence Mileis Grenoble. Sommaire de cette matinée sur ce webinaire, donc on va voir différents points. Comment se préparer déjà en amont, et on va voir comment ADEX peut aider à ce niveau-là. La compensation des besoins de revenus, l'optimisation ou la création selon à quel moment de la phase patrimoniale nous en sommes. Une des thématiques qui est souvent abordée par les clients également, la protection du conjoint survivant. On fera un zoom sur le chef d'entreprise, parce que pour le coup, il faudrait carrément un webinaire spécifique. Et après également, comment on peut développer sa retraite grâce au placement financier. Alors, comment se préparer en amont? Alors, Olivier, tu peux peut-être en parler un petit peu, parce qu'on a étudié cette partie d'ensemble. Donc, vous, à partir des infos que disposent les clients qui peuvent récupérer sur info-retraite.fr, vous êtes en capacité de les accompagner, de reconstruire la carrière, de projeter les pensions. Comment ça se passe? Effectivement, donc on accompagne les clients dans ce sens-là. Donc déjà, le but, c'est d'aller chercher les informations, de checker avec nos clients et de vérifier qu'on n'ait pas d'anomalie, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, si on peut dire. Le but étant de vérifier avec les clients et d'établir des projections en fonction des éléments fournis via l'info-retraite, donc avec le relevé individuel de situation, de simuler un départ futur en y intégrant les différents revenus des clients. Donc, ça peut être les revenus de retraite. On y adosse également potentiellement les revenus de placement, les revenus immobiliers, et on fait un point avec nos clients. Ensuite, on bâtit ensemble des stratégies et on se rapproche également de nos partenaires pour aller chercher le ou les bons véhicules d'investissement, qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient financiers. Il y a une phase très importante, et la phase en amont est très importante, parce que vérifier toutes les carrières, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'anomalies. Ah, on a des micros qui sont coupés. Parfait. Donc, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal d'anomalies dans les carrières. Donc, on passe aussi du temps auprès de nos clients et avec nos clients en se rapprochant des différentes caisses pour justement faire rectifier les anomalies. Les anomalies, ça peut être des trimestres manquants, des montants de revenus qui sont incohérents entre les différentes caisses. Donc, il y a un accompagnement, y compris à ce niveau-là. Très bien. Merci Olivier. Donc, commencer à compenser un besoin de revenus. Catherine, quelles sont en fait les grandes lignes qui permettent de préparer en amont ou même en fait en cours de retraite la modification ou l'approche des besoins de revenus complémentaires? Alors, première chose, le conseil que je donnerais, c'est plutôt de préparer en amont de la retraite son futur différentiel de revenus. Effectivement, pendant la retraite, on peut également réfléchir à certaines solutions, mais l'approche la plus pertinente est de se préoccuper quelques années quand même avant sa retraite de la baisse de revenus et de ce qu'on peut mettre en place pour compenser le différentiel. L'approche, elle peut être multiple. D'ailleurs, à titre personnel, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas se focaliser
que sur une thématique. La meilleure approche est de combiner une approche financière et une approche immobilière. Et à l'intérieur de ces deux grandes approches, réfléchir aux produits ou aux acquisitions. Si on prend l'immobilier, pourquoi je commence par l'immobilier? Parce qu'on sait aujourd'hui que ça reste encore un des placements préférés des Français. Pourquoi on est très sensible à la pierre. L'approche immobilière, elle peut être multiple, soit une approche classique, j'achète un bien immobilier que je loue, je vais percevoir des revenus. Alors, attention, ça peut être très bien en fonction, est-ce qu'on fait un crédit, est-ce qu'on ne fait pas de crédit, quelle est ma tranche marginale d'imposition. Les revenus fonciers, plus vous allez être fiscalisé, plus votre imposition quand même va être importante. Aujourd'hui, quelqu'un qui serait dans la tranche à 45%, si on ajoute les prélèvements sociaux, voire la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, effectivement, ça va être assez lourd en termes de fiscalité quand la personne a encore une tranche marginale d'imposition élevée. C'est pour ça que dans ces hypothèses, on va peut-être avoir une réflexion sur la location meublée, où la fiscalité sera plus attractive. Alors aujourd'hui, ça mériterait un webinaire complet. La location meublée, on a la location meublée professionnelle, non professionnelle. Il y a eu des changements législatifs qui vont un petit peu faire une petite porosité entre les personnes qui pensaient être en location meublée non professionnelle et qui pourraient de facto se retrouver en location meublée professionnelle, sur les réflexions pertinentes que les personnes pourraient avoir en matière immobilière. Effectivement, il y a des réflexions qui pourraient s'orienter, si vous avez une capacité d'épargne, notamment vers tout ce qui est acquisition immobilière en nue propriété, que ce soit sur de la pierre physique, l'immeuble en lui-même, ou sur la pierre papier. Une SCPI, par exemple, c'est de n'acquérir que la nue propriété du bien, c'est-à-dire pendant toute la phase où vous avez en face de vous un usufruitier institutionnel, vous ne payez pas de revenus fonciers puisque vous ne percevez pas les loyers, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous achetez un bien qui est décoté ou des parts de SCPI décotées et à terme, alors en fonction, si vous achetez des parts de SCPI, la durée du démembrement est plus courte que si vous achetez un bien physique. À terme, vous récupérez la pleine propriété d'un bien que vous êtes censé avoir acquis, la date d'acquisition va être la date où vous avez acquis la nue propriété. Donc, si vous le revendez, c'est intéressant. Et surtout, à terme, vous récupérez la pleine propriété du bien. Et donc, les loyers afférents soit aux biens immobiliers, soit aux parts de SCPI. Donc, c'est une thématique qui peut être intéressante. Vous avez bien évidemment aussi, si vous ne voulez pas vous occuper de la gestion locative, les SCPI classiques en pleine propriété, de rendement dans la finalité de distribuer des revenus. L'approche immobilière, ensuite, vous avez des réflexions, j'en parlerai un petit peu plus tard également, avec tout ce qui est société civile immobilière et quelquefois le passage d'un bien détenu personnellement et qu'on va pouvoir céder à une société civile immobilière si on borde bien l'ensemble du sujet. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez tout ce qui est approche financière. L'approche financière, elle peut être multiple. Effectivement, l'assurance vie, que tout le monde connaît avec les rachats programmés. Et là aussi, je parlerai tout à l'heure du mix différents produits. Assurance vie, PER, PEA aussi, qui n'est pas indiqué dans la slide, mais qui peut être intéressant. Vous avez le PER qui a vocation aujourd'hui à remplacer le PERP et le Madelin, qui a été assoupli, où aujourd'hui on permet d'avoir beaucoup plus d'actifs éligibles. Et surtout, on va pouvoir sortir en rente et en capital, voire mixer les deux, qui était ce qu'on reprochait un petit peu aux anciens PERP et aux contrats Madelin. Et pour les Madelin, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, vous n'avez plus cette obligation de verser annuellement qui existait avec le Madelin et qui n'existe plus avec le PER. Et là aussi, dans l'approche financière, on peut retrouver une société civile. Parce que votre société civile, tout le monde connaît les SCI, mais une société civile peut être beaucoup plus large
et vous permettre de détenir des actifs mobiliers, des contrats de capitalisation, des comptes titres. Et ça peut être également une approche à envisager quand on réfléchit à avoir un complément de revenu. Très bien, merci Catherine. Donc comme tu le précisais tout à l'heure, c'est que l'immobilier, c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est très prégnant dans l'épargne des Français. Donc on va voir maintenant comment on peut créer ou optimiser ces revenus fonciers. Alors, on a mis 4 thématiques principales. L'acquisition immobilière avec effet de levier du crédit, on va dire c'est la plus courante, hein. Ça va être la première acquisition, la résidence principale. Ça peut être également un accroissement du patrimoine avec l'acquisition d'autres résidences ou de la pierre papier également. Ça permet également de diversifier ses avoirs, d'avoir un bon ratio entre le financier et l'immobilier. Voilà, donc ça, c'est l'effet classique. La modification du patrimoine, c'est des choses qu'on entend un petit peu moins. Néanmoins, ça s'avère être utile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir un parc locatif assez intéressant, il est parfois judicieux de réfléchir à la revente d'un bien qui peut-être n'est plus très bien situé ou n'est plus très rentable, et dans ce cas-là, de le revendre pour faire l'acquisition d'un autre bien. Ou ça peut être également un transfert d'épargne lorsqu'on a fait beaucoup d'actifs immobiliers avec peu de financiers, commencer à refluidifier un petit peu son patrimoine. Et également, là, ADEX peut vous accompagner, c'est le passage de nu à meublé qui peut s'avérer intéressant. Là aussi, avec les modifications dernières des dispositions fiscales, il y a bien sûr des points d'achoppement à vérifier en amont. Voilà. Catherine, donc il y a également le cash-out immobilier, les sites fonciers. Là, on a mis les grandes thématiques, mais on va aborder ça un peu plus dans le détail. Je te laisse la main pour présenter le cash-out. Alors, c'est ce qu'on appelle l'obo immobilier. Alors, en premier lieu, le développement que je vais faire, j'aimerais quand même préciser, ce n'est pas dans toutes les situations. Ça peut paraître intéressant, mais il faut vraiment que ce montage soit bordé parce qu'on a des sujets dans le sujet. Pour faire simple, qu'est-ce qu'un obo immobilier? C'est vous détenez un bien immobilier, généralement, il est préférable d'avoir très peu de crédits liés à ce bien immobilier. Vous le détenez depuis un certain temps. Vous le louez, vous apercevez, par exemple, soit que vous êtes un peu trop fiscalisé, soit que vous avez envie de rendre liquide un petit peu cet immobilier. Une des solutions pourrait être de vendre cet actif immobilier à une société civile que vous allez constituer. Et là, tout le monde a vu de me dire, oh là là, vente à soi-même, attention, les foutes de l'administration fiscale. Pour que ça soit plus bordé, il faut que dans cette société civile, on va dire familiale, les personnes intègrent leurs enfants. C'est-à-dire au départ, vous détenez un bien immobilier en propre, vous avez quasiment fini de le payer, vous allez le vendre à une société civile immobilière familiale qui elle-même va emprunter pour acquérir le bien. Donc, vous allez récupérer du cash, amputé peut-être d'une partie d'un remboursement de crédit qui était lié au bien à l'origine, et dans votre société civile familiale, vous allez intégrer au départ vos enfants pour des parts, pour très peu de parts, mais ensuite, comme vous allez solliciter un crédit pour faire cette acquisition immobilière, la valeur finalement des parts de la société civile immobilière sera moindre puisqu'on aura à l'actif la valeur du bien immobilier, en passif le crédit. Et à ce moment-là, vous allez envisager de donner à vos enfants des parts de la société civile immobilière en pleine propriété ou démembrées souvent pour que vous puissiez continuer à terme à percevoir les revenus puisque pendant le crédit, les loyers vont servir à rembourser les emprunts et la taxation de vos enfants sera faible au droit de donation puisque l'actif net de la société sera peu important puisque vous allez avoir un crédit lié à cette acquisition par la société. Alors, ensuite, vous avez deux choix possibles. Soit
vous considérez que c'est un bien qui a vocation à rester très longtemps dans la famille et une réflexion pourrait être menée sur est-ce que cette société civile immobilière, je la mets à l'impôt sur les sociétés avec des conséquences fiscales que je n'ai pas le temps d'aborder ce matin, mais qui pourraient s'avérer intéressantes, je précise bien, si on a la volonté de conserver le bien dans la famille, soit à l'IR, c'est-à-dire chaque associé sera fiscalisé à l'IR comme pour des revenus fonciers classiques détenus par l'intermédiaire d'une société. Attention néanmoins sur un point, vous cédez à une société civile immobilière, ça sous-entend que c'est une vente, ça sous-entend qu'il faudra réfléchir et vous renseigner en amont, souvent si est lié à ce bien un droit de préemption et la possibilité pour la commune d'acheter le bien. Et dans ces hypothèses, c'est pour ça que de temps en temps, on va un petit peu mixer une acquisition et un apport du bien à la SCI, puisque quand vous avez un apport, si la mairie décide de préempter au prix, vous pouvez vous rétracter et ne pas vendre. Donc ça, c'est plus spécifique, mais c'est surtout pour vous expliquer qu'il faut faire très attention quand même à ces dispositifs qui peuvent s'avérer très intéressants, mais qui doivent être encadrés, pour lesquels vous devez être accompagné par un professionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle le cash-out immobilier et qu'on appelle dans le langage courant l'obo immobilier. Ensuite, nous avons également tout ce qui concerne le déficit foncier. Le déficit foncier, il faut avoir une tranche marginale d'imposition 30% au plus. Généralement, aujourd'hui, vous avez pas mal de programmes d'acquisition en déficit foncier dans des centres-villes. La finalité étant de restaurer de l'habitat en centre-ville et en utilisant un dispositif fiscal qui va s'avérer intéressant pour l'investisseur. C'est-à-dire que vous achetez le bien et lié à cette acquisition des travaux à faire pour rénover le bien. Attention, ce ne sont pas des travaux de reconstruction, ce sont des travaux de rénovation. C'est bien pour ça que ce sont des opérations qu'il faut plutôt faire avec l'intermédiaire de professionnels. Donc, vous faites l'acquisition d'un bien en programme de déficit foncier et vous allez pouvoir imputer ces travaux sur vos revenus fonciers et la première année sur votre revenu global. Je fais simple, vous avez, admettons, 20 000 € de travaux, vous avez aujourd'hui 2 000 € de revenus fonciers, vous allez pouvoir imputer ces travaux sur vos 2 000 € de revenus fonciers et il vous restera ensuite des travaux à imputer, un montant de travaux à imputer sur le revenu global à hauteur de 10 700 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait dans une tranche marginale d'imposition, par exemple à 41%, son gain est à minima de 41% fois 10 700 €, plus tout ce qui aura été déduit des revenus fonciers. Donc, j'avais 2 000 € de revenus fonciers que j'efface. Donc, je gagne 41% sur ces 2 000 €. Et ensuite, je peux imputer ces travaux à hauteur de 10 700 € sur mon revenu global. Donc, je gagne encore 41% de 10 700 €. Et je peux imputer le reliquat, puisqu'au départ, j'ai dit j'avais 20 000 € de travaux, je n'ai imputé que 10 700 plus 2 000 €. J'impute le reliquat sur mes revenus fonciers des 10 années futures. Voilà ce que je pouvais dire sur l'acquisition en déficit foncier. Merci Catherine.
Alors, autre sujet qui revient régulièrement, la protection du conjoint survivant. Alors, nous, le petit point d'alerte. Les situations les plus souvent rencontrées, ce sont souvent des disproportions de revenus entre les conjoints, c'est-à-dire un des deux travaille et l'autre pas, ou alors avec vraiment, on va dire, un coefficient multiplicateur assez prononcé entre le revenu d'un des deux, c'est-à-dire par exemple 20 000 et 100 000, c'est des situations que l'on rencontre. Également, les familles recomposées. Effectivement, il peut y avoir des besoins particuliers de protection du nouveau conjoint, et donc il y a des dispositions à prendre. Et il s'avère également, parce que souvent c'est quelque chose qui n'est pas connu, c'est au niveau de la réversion de pension. Alors effectivement, régime classique, c'est 50% de réversion, mais il y a également un plafond. Et dans ce cas-là, il y a l'intégralité des revenus qui sont pris en compte, c'est-à-dire les revenus du patrimoine également. Et donc, on a vite fait d'atteindre 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Et du coup, on pensait que le conjoint allait percevoir peut-être, s'il y a une retraite à 60 000, 30 000, et finalement, ce sera que 20 000. Parce que le surplus est en dépassement du plafond annuel de sécurité sociale, et donc il y a une diminution automatique. Donc, il y a des dispositions... Et juste une petite précision, quand les personnes, puisqu'on a parlé de la famille recomposée, quand les personnes ont été mariées plusieurs fois, il faut faire attention parce que l'ancien conjoint a droit aussi à quote-part de la pension de réversion, hein, en fonction des années de mariage. Donc, c'est un point à ne pas négliger. Et donc, Catherine, quelles sont les pistes au civil qui peuvent être mises en place pour essayer de pallier ces éléments-là et d'assurer un peu plus de protection au niveau du conjoint? Alors, pour assurer la protection du conjoint, plusieurs choses. Quand vous avez, prenons l'exemple de la personne qui a si c'est la personne qui a les plus gros revenus, le plus gros patrimoine, qui décède en premier, il faut avoir prévu en amont d'assurer des revenus au conjoint, notamment quand vous êtes âgé et que la personne soit n'a pas travaillé, soit a peu travaillé et qu'elle-même, sa propre retraite et une pension de reversion qui pourrait s'avérer pas très importante, ne lui permettent pas d'avoir des revenus suffisants. Déjà, quand vous faites une transmission, par exemple, souvent en amont, les personnes ont réfléchi à donner à leurs enfants, pensez bien à la réversion de l'usufruit sur la tête du conjoint. Première chose. Deuxième chose, au décès, soit vous êtes dans une famille non recomposée, soit vous êtes dans une famille recomposée. Vous êtes dans une famille non recomposée, vous pouvez choisir au décès, si vous n'avez pas fait de donation entre époux, soit la totalité en usufruit, ce qui vous donnera la possibilité de percevoir, si vous avez des comptes titres, les dividendes, en tout cas tous les fruits des biens de la succession, si vous avez de la location immobilière, les revenus fonciers, etc. Ou le quart en pleine propriété. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas les revenus sur tout l'actif, sauf avoir fait une donation entre époux. Attention, quand vous êtes dans le cadre d'une famille recomposée, sans donation entre époux et que le conjoint survivant se retrouve au décès avec des enfants d'une première union de la personne décédée. Dans ce cas-là, sans donation entre époux, le conjoint ne peut opter que pour le quart en pleine propriété. Il ne pourra pas avoir l'usufruit de tous les biens. En termes de revenus, ça peut s'avérer problématique. Donc, attention de bien prévoir ces situations. Ensuite, et ça, c'est du cas par cas, tout ce qui est, on a énormément d'outils en droit de la famille pour protéger le conjoint. Ça doit s'inscrire dans une stratégie globale, c'est-à-dire est-ce qu'il faut tout laisser au conjoint, est-ce qu'il faut choisir les biens qui sont à laisser au conjoint, et ça ne peut être fait, faut pas avoir une solution toute faite à dupliquer. C'est chaque situation amène une réflexion. Je souhaite par exemple que mon conjoint puisse être totalement maître d'un bien que je loue, c'est-à-dire je lui donne la possibilité d'avoir les loyers, mais je lui donne aussi la possibilité de le vendre et de récupérer l'intégralité du prix.
je suis mariée en régime de communauté, je peux adjoindre à ce régime ce qu'on appelle une clause de préciput, c'est-à-dire la possibilité au décès pour le conjoint, par le jeu du régime matrimonial, de récupérer ce bien immobilier pour que ça devienne sa pleine propriété. Après, vous pouvez avoir des réflexions sur, vous êtes en régime de séparation de biens. Peut-être que vous avez envie, dans ce régime de séparation, intégrer ce qu'on appelle une communauté de biens. Et dans ces cas-là, peut-être adjoindre à votre régime de séparation ce qu'on appelle une société d'acquet, émettre des biens qui seront intéressants pour le conjoint. Dans le cadre de la retraite, peut-être mettre des biens susceptibles d'apporter du revenu au conjoint et de lui laisser la possibilité, dans cette hypothèse, de pouvoir aussi les vendre et de ne pas être en démembrement avec les enfants. Et si vous voulez que vos conjoints et toute la communauté, à ce moment-là, vous allez réfléchir à tout ce qui est clause d'attribution intégrale. Un point aussi, si vous n'êtes pas marié et que vous êtes pacsé, attention, pensez à faire un testament au profit de votre partenaire. Sans testament, il faut savoir que le partenaire ne fait pas partie des héritiers. Et si vous avez des enfants, il ne faut pas oublier que vous ne pouvez avantager votre partenaire que dans la limite de la quotité disponible. C'est-à-dire que vous avez 3 enfants, par exemple, la quotité disponible est d'un quart. Vous ne pouvez avantager votre partenaire de PACS qu'à concurrence d'un quart. Tout ça pour dire que quand on réfléchit à la retraite, ça veut dire on réfléchit à ses propres revenus, mais aussi aux revenus de son conjoint. Alors, quelquefois, une simple donation entre époux va suffire pour permettre au conjoint d'avoir l'usufruit de l'intégralité du bien, et même si on est marié, si on n'est pas dans le cas d'une famille recomposée, même sans donation entre époux, les dispositions législatives nous permettent au conjoint d'avoir l'usufruit des biens. Mais attention, si on veut donner la possibilité au conjoint d'avoir plus que ce simple usufruit, surtout d'avoir la possibilité de vendre le bien, il faut réfléchir à d'autres dispositions. Mais ça s'inscrit dans un cadre global. Et on verra que, puisque j'ai pris l'hypothèse au départ d'un différentiel de revenus entre époux, on verra aussi que dans ces hypothèses, on a d'autres dispositifs et des dispositifs financiers qui vont nous permettre, par exemple, d'utiliser, dans le cadre du PER, notamment, la possibilité pour un conjoint d'avoir un PER ouvert à son nom, mais en utilisant la déductibilité fiscale de la personne qui a le plus de revenus. On le verra tout à l'heure. Tous ces sujets s'imbriquent les uns aux autres. Il ne faut pas regarder chaque sujet pris individuellement. Il faut avoir une vision globale de l'ensemble de ces sujets. Merci Catherine. Donc du coup là on a mis quelques exemples qui se concrétisent dans l'univers classique. Hein. Donc on disait le PER, mais on va revenir un peu après. Les CPI également. Là on va s'attarder sur la souscription d'une assurance vie en coadhésion. C'est quelque chose qui est possible. Souvent on a un adhérent assuré unique, mais on peut avoir 2 adhérents assurés sur un même contrat. Par contre, pour que la compagnie l'accepte, sachant que chaque compagnie peut avoir ses propres dispositions, il faut que le régime matrimonial soit adapté. C'est-à-dire, comme l'évoquait Catherine, par exemple, quand on est en communauté réduite aux acquets avec une clause de préciput ou communauté universelle avec la clause d'attribution intégrale. Et là, ça va permettre d'ouvrir un contrat à 2 noms avec un dénouement au 2e décès. Donc, il faut bien faire attention lorsqu'on part sur ce type de contrat-là, parce qu'il y a quand même différentes dispositions à réfléchir, parce que ça veut dire que la somme qui sera allouée à ce contrat n'entrera pas au 1er décès, la clause bénéficiaire ne sera pas dénouée. Donc, il faut du coup réajuster un petit peu son patrimoine, vérifier la pertinence et quel montant doit être adapté.
Par expérience, c'est souvent un contrat qui est choisi par les conjoints pour se protéger en cas de dépendance ou en cas de besoin ou d'épargne plaisir également, en se disant, bah voilà, c'est une poche que l'on se crée uniquement pour nous deux, et s'il en reste, eh ben, ça ira aux enfants. Le principe, donc, c'est une ouverture d'un contrat, dénouement le deuxième, et ensuite, du coup, au deuxième décès, la clause bénéficiaire s'active. Par contre, il peut y avoir des dispositions un peu particulières. Catherine, qu'est-ce qui se passe lorsque on a des souscripteurs qui a moins de 70 ans à l'adhésion, et en revanche, l'autre qui aurait plus de 70 ans? Alors, en fait, le point clé, c'est l'âge de l'assuré, puisqu'on souscrit le contrat et on a un assuré. C'est la personne qui décède. En fonction du premier décès, si on a une souscription, dénouement, par exemple, premier décès, co-souscription, eh ben, on va regarder quelle est la première personne qui va décéder. Et à ce moment-là, on regardera si les primes ont été versées avant ou après 70 ans. Si on a un dénouement second décès, même chose. On va regarder quel âge avait l'assuré, la personne qui décède, hein, en fait, au moment du versement des primes. Donc, quand on a un gros différentiel, ça peut quand même être très impactant, puisque je vous rappelle la fiscalité des contrats d'assurance vie, c'est si au moment du versement des primes du contrat, vous avez moins de 70 ans, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un prélèvement sui generis. En gros, chaque bénéficiaire a droit à 152 500 € d'abattement, tout contrat confondu, et ensuite vous avez une taxation à 20%, puis 31,25. Ça peut s'avérer très intéressant. En revanche, si les primes ont été versées alors que vous aviez plus de 70 ans, vous avez un abattement de 30 500 € global pour l'ensemble des contrats et pour l'ensemble des bénéficiaires. Et ensuite, vous êtes soumis au droit de succession en fonction du lien de parenté avec le souscripteur. Donc, ce sont des points qu'il va falloir bien identifier au moment de la souscription et surtout bien connaître. Merci. Maintenant, un zoom spécifique donc, sur le chef d'entreprise. Alors là, nous avons pris le parti d'aborder uniquement l'article 150 O BTER du CGI, sachant qu'il y a d'autres articles, notamment le OD-TER, qui, en termes de départ à la retraite, ouvre de nouveaux droits et des abattements spécifiques par rapport à la détention de parts. Mais là, donc, nous avons souhaité faire un focus sur le OB. Catherine, je te laisse la main pour présenter les grandes lignes qui permettent d'activer cet article. Alors, on a une situation classique. Vous avez un chef d'entreprise qui a sa société, qui est généralement à l'IS et qui va vouloir vendre les titres de cette société. S'il vend les titres de sa société, il va payer l'imposition de 30%. Aujourd'hui, je schématise, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Il a la possibilité, en fait, d'avoir un report de cette plus-value dans l'hypothèse où il ferait apport à une société holding qui constituerait et à laquelle il apporterait les titres de cette société. On aurait un report d'imposition. Si ensuite l'entreprise est vendue, deux hypothèses. Soit elle est vendue dans les 3 ans de l'apport et à ce moment-là, la personne qui aura apporté les titres pour continuer à être en report d'imposition et ne pas payer ses 30%, il devra réinvestir 60% du montant de la vente, soit dans une nouvelle activité professionnelle, soit dans du private equity éligible à ce dispositif. Ça peut être FCPR, FPCI, qui devront répondre à certains objectifs. Si en revanche la personne cède plus de 3 ans après l'apport, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de réinvestissement. On va se retrouver ensuite avec un prix de vente au sein de la holding. Généralement, c'est le fruit du travail du chef d'entreprise. Il y a une réflexion qui va
pouvoir être mené à ce moment-là sur comment je vais investir le produit de cette vente qui est à l'intérieur de ma société holding. Ben, je vais pouvoir capitaliser au sein de ma société holding, par exemple, souscrire des contrats de capitalisation qui vont permettre, je cite le contrat de capitalisation parce qu'il porte bien son nom, il permet de capitaliser. Et à l'intérieur de votre société holding, vous allez capitaliser, vous avez une fiscalité, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'elle est un petit peu complexe, une fiscalité spécifique quand vous avez un contrat de capitalisation qui est détenu par une société IS. Et en fait, le jour où vous avez besoin de revenus, à ce moment-là, vous versez des dividendes et vous serez taxé à 30%, mais vous allez pouvoir moduler ces dividendes en fonction de vos besoins. Vous avez toujours votre plus-value en report d'imposition. Et là, pour effacer cette plus-value, vous avez des réflexions à mener sur la transmission des parts de la société holding et vous avez ensuite tout ce qui est lié au décès de la personne qui vont pouvoir, dans certaines situations, vous permettre d'effacer cette plus-value en report. Alors, quand vous avez des transmissions de parts de la société holding, vous allez devoir, le donataire va devoir continuer à respecter certains délais de détention. C'est des domaines très spécifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être parfois intéressant d'apporter les titres de sa société à une société holding et de gérer le prix de la vente, souvent le fruit du travail d'une vie au sein d'une structure qui va capitaliser les revenus tout en étant toujours en report d'imposition et en modulant les retraits qui vont permettre à ce chef d'entreprise, par exemple, qui a fait valoir ses droits à la retraite, de ne retirer des fonds que sous forme de dividendes et en fonction de ses besoins, et à ce moment-là, d'être taxé à 30% sur la somme dont il a réellement besoin et pas sur l'intégralité de la somme. Voilà ce que je pouvais dire sur ce dispositif. Très bien. Et enfin, pour terminer, donc du coup, l'approche par le placement financier, sachant, hop, ça va arriver, que toutes les solutions qui sont présentées, en fait, peuvent être concomitantes, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas comment dirais-je, un module d'épargne qui va être mieux qu'un autre. Souvent, il faut savoir associer différents postulats pour arriver à obtenir une retraite, un complément de retraite efficace. Donc, on va faire un zoom avec Catherine sur les CPI et le plan d'épargne retraite. L'assurance vie ou le contrat de capitalisation, donc on l'a abordé un petit peu en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, on l'a vu, donc il y a la coadhésion. Il y a également la possibilité, lorsqu'on a fait toute la phase épargne, de passer dans ce qu'on appelle un rachat partiel programmé de rythme mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. C'est à voir selon les fiscalités. Enfin, chaque cas est un peu particulier là-dessus, mais en tout cas, il y a cette capacité-là. Il y a également la protection du conjoint, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais par la clause bénéficiaire démembrée en assurance vie qui crée une créance de restitution. Là aussi, il y a certains dispositifs à faire attention, mais on voit que du coup, le contrat d'assurance vie est quand même multiple au niveau de l'approche retraite. Compte titre PEA, là c'est plus dans une phase épargne où on va mettre par à-coup, mais également en épargne régulière puisque ça permet de lisser les prix de revient, soit une gestion de titres, soit une gestion en OPC. On peut utiliser les dividendes en termes de rémunération. On peut optimiser sur le long terme avec le private equity qui délivre des performances qui sont extrêmement intéressantes au travers de titres non cotés. Concernant la SCPI, alors la SCPI, c'est vraiment le couteau suisse au niveau de la, comment dirais-je, du complément de revenu retraite, parce que c'est un placement qui est adaptable tout au long de la vie. Tout d'abord, ça peut être un besoin de revenu immédiat. Dans ce cas-là, on achète la SCPI en pleine propriété, ou on peut également acheter uniquement l'usufruit. Et dans ce cas-là, on décide pour combien d'années on va recevoir le revenu. Et par rapport à la durée, on achète avec un prix décoté, ce qu'on disait tout à l'heure. On peut également prévoir une clause de réversion d'usufruit, c'est possible. On peut financer les études des enfants. On a certains clients qui le font, c'est-à-dire ils achètent
de la SCPI. Alors, il y a des fois en nue propriété, parce que les enfants, on va dire, ont une dizaine d'années. Donc, ils achètent ça en décoté avec une durée de retour pleine propriété à 8 ans. Au terme des 8 ans, ils récupèrent la pleine propriété. Et là, ils font un démembrement temporaire d'usufruit pour financer soit les études, soit le train de vie de l'enfant qui est obligé de quitter le domicile pour continuer sa scolarité. Et ensuite, il y a récupération de la pleine propriété. Et il y a souvent ce qu'on voit après au départ à la retraite, c'est une donation, transmission au profit des enfants en nue propriété et la conservation d'usufruit pour assurer le train de vie du couple. Donc, vous voyez, c'est assez modulable. On peut vraiment trouver des solutions intéressantes. Catherine, je sais que tu voulais faire un focus sur l'usufruit temporaire pour expliquer un peu comment ça se passe. Oui, alors je vois que tu as parlé de tout ce qui était la possibilité quand on a une SCPI, mais ça peut être quand on a un bien immobilier qui est loué et que vous avez des enfants, soit par exemple qui font leurs études, parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu encadré, et qui ont besoin de revenus. Il y a une réflexion qui peut être menée sur est-ce que je donne l'usufruit temporaire à mes enfants? Ça leur permet d'avoir des revenus. Et en même temps, moi, je sors pour une période de la taxation de ces revenus. Si je suis très fiscalisée, ça peut s'avérer également intéressant et en termes d'impôt sur le revenu, puisque je n'aurais plus de revenus fonciers, par exemple, c'est un bien immobilier, et je n'aurais plus d'IFI sur ce bien immobilier, puisque je n'en ai plus l'usufruit. En revanche, si vous donnez à un enfant, il faut savoir que j'ai un bien immobilier et j'ai des SCPI, par exemple, pour 100 000 €. Je donne sur une période de 5 ans à un de mes enfants pendant qu'il fait ses études parce que c'est un bien immobilier ou ce sont des SCPI qui procurent du revenu pour lui permettre d'avoir ses revenus. Il faut savoir, dans ces hypothèses, c'est mieux que l'enfant soit détaché du foyer fiscal. C'est lui qui déclarera, et comme généralement, il n'est pas dans une tranche d'imposition élevée, voire il ne paye pas d'impôt, il y aura très peu de fiscalité. En revanche, même si c'est de l'usufruit temporaire et qu'à terme, vous récupérez la pleine propriété du bien, ça reste une donation. Donc, ça reste une donation. Cette donation, comment est-elle fiscalisée? L'administration fiscale considère que quand on donne l'usufruit temporaire d'un bien, sa valeur, la valeur donnée est de 23% de la valeur en pleine propriété par période de 10 ans. Donc, vous donnez l'usufruit temporaire sur 5 ans d'un bien qui vaut 100 000 €, vous êtes censé avoir donné 23% de 100 000 € parce que vous êtes dans la période de 10 ans et que c'est 23%. Et ça veut dire aussi que vos enfants, on sait bien que l'abattement par enfant étant de 100 000 €, ça veut dire que votre enfant aura utilisé 23 000 € sur son abattement de 100 000 €. Voilà. Il faut comprendre tous ces éléments pour s'orienter ou non vers un démembrement d'usufruit temporaire, c'est-à-dire aider un enfant et récupérer la pleine propriété pour ensuite soi-même avoir du revenu. En gros, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je ne suis pas encore à la retraite et par quel biais je pourrais aider mes enfants en ayant des biens qui procurent un rendement, parce qu'il peut se passer la même chose si vous avez un compte titre qui produit des dividendes, des intérêts, vous pourriez décider de faire une donation temporaire de votre compte titre. Et comment, la donation d'usufruit n'étant pas définitive, comment je récupère le bien en pleine propriété au bout d'un certain nombre d'années et ensuite, comme je le récupère en pleine propriété, j'en ai moi-même les revenus. Je voudrais m'attarder maintenant sur ce que sont les placements financiers et les placements financiers dans une optique retraite. Alors, on a depuis la loi Pacte, le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, je l'ai dit en introduction, remplace le PERP et le Madelin d'ailleurs, qui ne sont plus ouverts à la commercialisation. C'est ce PERP, il y a 3 compartiments, je vais m'intéresser au compartiment, ce qu'on appelle individuel, ce qui remplace réellement le PERP et le Madelin. Quelle est la différence en fait avec ce qu'on connaissait jusqu'alors?
Déjà, aujourd'hui, on a beaucoup plus de supports qui sont éligibles au plan d'épargne retraite. Deuxièmement, on a toujours cette déduction fiscale et je vais expliquer comment ça peut s'avérer intéressant ou contraignant en fonction du choix qu'on aura fait lorsqu'on aura souscrit et versé sur son plan épargne retraite. Et au dénouement, lorsqu'on arrive à la retraite, quelles sont les possibilités pour l'épargnant? Ce qu'on reprochait en fait aux Madelin et au père, c'est cette seule sortie en rente. À la marge, vous pouviez avoir une sortie en capital, mais classiquement, c'était sortie en rente. Je suis bloquée jusqu'à la retraite et à la retraite, je n'avais le choix que de sortir en rente. Aujourd'hui, j'avais le droit de sortir en rente, sauf si vous aviez certains accidents de la vie qui vous permettaient de sortir, même sans attendre l'âge de la retraite. Ces accidents de la vie, que sont le décès, la validité, etc., existent toujours. Ils ont d'ailleurs été même complétés. Mais vous avez surtout la possibilité, au moment de la retraite, de choisir non pas de sortir en rente, mais de sortir en capital, voire de mixer une sortie en capital et une sortie en rente. Le produit épargne retraite a donc été, le PER a donc été amélioré. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand même que nos gouvernants ont envie que ça devienne un produit phare pour inciter les personnes à épargner pour leur retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous souscrivez ce type de produit, vous avez un horizon de placement qui va jusqu'à votre retraite. C'est vraiment, là pour le coup, une démarche proactive de préparation à la retraite. Alors, l'atout fiscal, quel est-il? C'est à l'entrée, vous pouvez déduire de votre revenu imposable, en gros, 10% de vos revenus professionnels. Après, vous avez des plafonds qui vont être d'ailleurs différents si vous êtes anciennement Madelin ou si vous êtes sur du PERP. Mais en gros, prenez 10% des revenus professionnels, néanmoins plafonnés. Donc, quelqu'un qui verse 10 000 euros sur en ouvrant un PER, il va pouvoir déduire de son revenu imposable 10 000 euros, puisque avec 10 000 euros, si je suis bien dans les plafonds, je pourrais déduire de mon revenu imposable. Il faut pour ça avoir un revenu imposable. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui n'est absolument pas conseillé si une personne n'est pas imposable ou si elle est dans une tranche marginale d'imposition faible, 11%. En gros, plus vous êtes fiscalisé, plus c'est intéressant fiscalement. Donc, vous pouvez réfléchir à ce produit si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à partir de 30%. C'est encore mieux si vous êtes à 41% et à 45%. Vous pouvez déduire, vous avez un plafond, en fait, pour schématiser, de 3 ans. C'est-à-dire, si vous n'avez pas investi dans un produit d'épargne retraite, vous pouvez utiliser votre plafond des 3 années antérieures, ce qui vous permet de faire un gros versement et d'avoir une grosse déductibilité fiscale de votre revenu. De la même façon, vous pouvez utiliser l'enveloppe fiscale de votre conjoint. J'ai dit tout à l'heure en introduction qu'on pouvait quelquefois réfléchir via le produit épargne retraite à favoriser des revenus complémentaires pour un conjoint. Admettons que dans le couple, vous avez une personne qui travaille, qui a très peu de revenus, voire qui ne travaille pas, et un conjoint qui gagne très bien sa vie. Forcément, le conjoint qui gagne très bien sa vie va avoir une enveloppe fiscale plus importante, puisque je vous ai dit schématiquement qu'elle correspondait, bien qu'elle soit plafonnée, à 10% des revenus. Si je ne travaille pas, mon plafond, bien évidemment, je n'en ai pas. En revanche, je peux, moi qui ne travaille pas ou qui travaille peu, souscrire en utilisant le plafond de mon conjoint. C'est-à-dire que je peux avoir mon propre plan d'épargne retraite
où j'aurais utilisé fiscalement le plafond de déduction de mon conjoint et ce plan épargne retraite sera à mon nom. Donc, quand moi, j'arriverai à l'âge de la retraite, moi, conjoint, je pourrai avoir ce complément de revenu avec des primes plus importantes qui auront été versées puisque j'aurai bénéficié du plafond de déductibilité de mon conjoint. C'est dans le cadre d'une mutualisation. Toutefois, attention avec le plan d'épargne retraite sur un point. Quand vous avez bénéficié de la déductibilité à l'entrée, votre rente, ou si vous choisissez une sortie à un capital, ou si vous mixez les deux, ne sera pas fiscalisée de la même manière à la sortie. Si vous avez bénéficié d'une déductibilité à l'entrée, c'est un choix d'ailleurs, ça veut dire qu'à la sortie, ce qui correspondra à vos versements sera fiscalisé. Donc, pour que ça soit réellement intéressant fiscalement, si on regarde la durée de vie du produit, il faut que votre tranche marginale d'imposition à la retraite soit plus faible que votre tranche marginale d'imposition à l'entrée. Sinon, ce n'est qu'un report de la fiscalité à terme. C'est pour ça que des personnes pourraient choisir de ne pas bénéficier de la déductibilité fiscale à l'entrée pour avoir une fiscalité plus douce à la sortie, puisque dans cette hypothèse, seuls les intérêts seraient fiscalisés et pas le capital. Ce qu'on a comme déblocage anticipé avec le PER, c'est la possibilité aussi de pouvoir débloquer les fonds pour acheter sa résidence principale. Mais là aussi, attention, ce déblocage est fiscalisé. Vous avez une soupape de sécurité, si vous en avez besoin pour sortir le capital, pour sortir les fonds du PER, pour acquérir votre résidence principale, mais attention, vous serez fiscalisé. Donc, il faut connaître l'ensemble de ces éléments pour savoir comment utiliser le PER. Mais il répond aujourd'hui à vraiment deux objectifs, être dans une démarche proactive de préparation à la retraite et pouvoir sortir, si on le souhaite, en capital. Et il faut savoir ensuite que vous avez des options au sein de ce contrat, et notamment une option qui vous permet de sécuriser votre patrimoine plus vous approchez de l'âge de la retraite. C'est-à-dire, je suis jeune, j'ouvre un PER et j'abonde sur ce PER quand j'ai les moyens, par exemple. Je peux prendre des risques si je suis relativement jeune au départ. Et quand je vais arriver à l'âge de la retraite, mon capital va être sécurisé, c'est-à-dire on va arbitrer vers des placements plus sécuritaires. Alors, est-ce que pour la retraite, je ne pense qu'au PER? Non. Le plus intéressant, c'est de pouvoir mixer les produits. Pourquoi? Parce que si j'ai un PER, ça va être intéressant, par exemple, pour la fiscalité à l'entrée. Si j'ai un contrat d'assurance vie, ça va être intéressant à l'entrée. En revanche, je vais pouvoir faire des retraits quand j'ai besoin de revenus. Et mes retraits sur un contrat d'assurance vie seront peu fiscalisés, puisqu'on sait que quand on fait un retrait, je fais des retraits partiels quand j'ai besoin de revenus complémentaires à ma retraite, quand je fais un retrait sur un contrat d'assurance vie, dans le retrait, vous avez une partie capital et une partie intérêt. Et ce n'est que la partie intérêt qui est fiscalisée et qui est fiscalisée à la flat tax. Dans cette hypothèse, si vous voulez avoir des retraits non fiscalisés, j'ai envie de vous dire, le plus intéressant, c'est d'avoir souscrit également un plan d'épargne action, un PEA, parce que vous avez souscrit un PEA depuis plus de 5 ans, vous allez faire des retraits, vous n'allez être soumis qu'aux prélèvements sociaux. Pour une fiscalité la plus attractive au moment des retraits, ça va être le PEA. En revanche, sur le PEA, vous êtes contraint sur les placements puisqu'ils doivent être orientés vers des actions françaises et européennes. Il n'y a pas de déductibilité fiscale à l'entrée que vous n'avez que dans le PER. Et au décès, votre PEA, il entre dans l'actif de la succession. Votre contrat d'assurance vie, il peut bénéficier d'une fiscalité attractive si vous avez fait des versements avant 70 ans
Et en revanche, si vous avez un décès et que vous avez un père, deux situations. Soit au moment de votre décès, vous avez moins de 70 ans et non pas au moment du versement des primes, comme c'est le cas pour le contrat d'assurance vie. À ce moment-là, vous allez avoir une fiscalité attractive. Si vous décédez après 70 ans, à ce moment-là, vous êtes au droit de succession, mais à la différence du contrat d'assurance vie, où j'ai un contrat d'assurance vie, j'ai versé des primes après 70 ans, je suis taxée au droit de succession, mais que sur le versement des primes et non pas sur le versement des intérêts. Avec le PER, je suis taxée sur le capital et sur les intérêts. C'est pour ça, en fait, on n'a pas le temps aujourd'hui, il faudrait consacrer sur les supports financiers une matinée pour indiquer ce qui est le plus intéressant. C'est pour vous montrer en fait qu'il faut mixer l'ensemble de ces produits financiers pour bénéficier par exemple d'une déductibilité fiscale et de cette démarche de me dire je mets de l'argent de côté pour ma retraite et je ne toucherai pas cet argent avant ma retraite puisque je suis bloquée, sauf si j'ai un accident de la vie, mais je suis bloquée jusqu'à l'âge de la retraite, soit je veux quand même avoir la possibilité de racheter si j'en ai besoin. Je suis moins contraint et j'investis en assurance vie, mais je n'aurai pas de déductibilité fiscale à l'entrée. Je veux avoir une fiscalité très active au moment des retraits. À ce moment-là, je suis sur un PEA, mais le PEA, je suis plus contraint sur les actifs éligibles. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, c'est un mix de ces différents produits en fonction de votre profil, de votre appétence au risque, du montant dont vous aurez besoin au décès et ce que vous avez par ailleurs en matière immobilière qui permettent de construire une organisation patrimoniale dédiée à la retraite. En revanche, je dépasse un peu de la retraite, mais j'aimerais quand même mettre l'accent sur une chose qu'on voit encore trop souvent en pratique, parce que les personnes se préoccupent de la fiscalité. Penser à la retraite, c'est penser aussi à la dépendance. C'est penser aussi à la dépendance, c'est avoir un complément de revenu et pouvoir vendre des biens pour avoir ce complément de revenu si on se retrouve, par exemple, en EHPAD et si le couple se retrouve en EHPAD. Ne donnez jamais votre résidence principale. La résidence principale, ça vous permet de vivre dans votre lieu habituel. Vous allez me dire, je fais une donation de propriété, je continue de vivre. Oui, mais si j'ai besoin d'un complément de revenu, ensuite, soit pour et notamment surtout si en fin de vie, je suis obligée d'aller dans un EHPAD et que ma pension ne me suffit pas et que je n'ai pas forcément un complément de revenu suffisant avec les investissements que j'aurais pu initier, gardez-vous la résidence principale avec cette possibilité de pouvoir la vendre et de conserver ce prix de vente pour faire face à la fin de vie et à la dépendance. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Catherine. J'espère que nous avons été très clairs. On a essayé en tout cas de vous donner un maximum de clés pour appréhender la retraite. Comme on peut le voir, il y a différentes facettes, c'est extrêmement multiple. C'est pour ça que vous avez là deux experts, Adex et Mileis, qui ont souhaité travailler ensemble pour vous présenter ce webinaire. Écoutez, à très bientôt. Olivier, je te laisse la main pour conclure cette session. Stéphane, merci beaucoup. C'est un sujet qui est, comme on le voit, si on doit retenir une chose, c'est qu'il y a une multitude de pistes. Il n'y a pas de stratégie unique. Donc, c'est vraiment le point qui est très important. Le but, c'est vraiment d'adapter, de personnaliser les solutions. C'est du cas par cas. Catherine l'a évoqué au fil de l'eau. Ce sont des stratégies, une stratégie globale à mettre en place, autant patrimoniale que matrimoniale. Et c'est donc très important de s'entourer d'experts et de prendre cette notion de globalité et de ne pas oublier, d'essayer de travailler en râteau et de ne rien oublier. Vous l'avez rappelé souvent, mais la diversification reste aussi la clé de la sécurité, y compris dans ces schémas-là. Et l'interprofessionnalité, si je peux rajouter deux mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut avoir un conseil adapté,
il faut partager avec l'ensemble de ses interlocuteurs, que ce soit son fiscaliste, son expert comptable, son notaire, son banquier privé, son ingénieur. Je suis une adepte de l'interprofessionnalité. C'est comme ça qu'on conseillera au mieux un client. C'est pas en ayant un précaré pour ce professionnel parce que je ne veux parler que de ça et l'autre, je lui parlerai que de mon investissement, je ne sais pas, sur un compte titre. Non, les stratégies, que ce soit de constitution de patrimoine et ensuite de constitution de patrimoine dans une optique retraite, dans une optique transmission, quels que soient les objectifs du client, ça s'envisage de façon globale et en faisant participer que la solution sera la plus adaptée et gardez à l'esprit que la solution de votre voisin, qui peut vous paraître très bien, n'est pas forcément la bonne pour vous. Tout à fait, Catherine. Merci pour cette dernière intervention. Alors, malheureusement, on avait quelques questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre en direct, mais par contre, on s'engage, comme je vous l'avais évoqué, à vous répondre rapidement à ces questions. En tout cas, merci à tous de votre présence. Stéphane, Catherine, merci de cette présentation très intéressante. Et puis, je vous dis à très bientôt. On vous enverra les slides de présentation dans la foulée. Merci à tous, à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.